Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver pour ce deuxième épisode de webconférence Experience Days, dont la thématique pour l'heure à venir sera la logistique hospitalière, est-ce l'heure de la révolution? En effet, notamment pendant la période aiguë du printemps, les flux d'approvisionnement ont été mis en lumière de façon assez brutale, leurs limites également. Et s'il est trop tôt pour tirer des leçons complètes, il est en revanche possible de partager des constats et des réflexions, et c'est ce que nous ferons avec les intervenants pendant l'heure qui nous attend. Notamment, nous discuterons de savoir est-ce que les choses vont changer durablement en matière d'achat, d'approvisionnement à l'hôpital? Est-ce que la décentralisation va se renforcer? Est-ce que les tendances d'externalisation, d'industrialisation ou d'automatisation sont envisageables et avec quels atouts et quels freins? Pour aborder toutes ces questions avec nous, plusieurs intervenants connectés. Bonsoir. Je vais commencer par un tour de table pour que vous puissiez chacun vous présenter. Valérie Guillemin, vous êtes praticienne hospitalière, pharmacien chef de service au CHT de Nouméa. Bonsoir. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur votre service et votre fonction? Oui, bonsoir. Donc, je suis pharmacien depuis 17 ans au centre hospitalier Gaston Bourret en Nouvelle-Calédonie à Nouméa et depuis 13 ans, chef de service responsable des achats approvisionnement. C'est un hôpital MCO d'à peu près 550 lits et qui a déménagé et reconstruit à neuf il y a peu de temps puisque nous avons emménagé dans une structure entièrement neuve en 2017. Merci beaucoup. Ce soir avec nous également, Ronan Talek, vous êtes directeur des achats, de l'hôtellerie, de la logistique et de l'ingénierie biomédicale au CHU de Rouen. Bonsoir et merci d'être parmi nous. À votre tour de nous donner en quelques phrases un peu plus d'informations sur vous et votre fonction. Oui, bonsoir à tous. Donc, je suis en effet directeur adjoint au CHU de Rouen, en charge d'un certain nombre de fonctions support. La fonction achat d'abord pour le CHU et puis également pour le groupement hospitalier de territoire Rouen-Cœur de Seine. Des fonctions logistiques telles que la supply chain ou toutes les fonctions de service logistique à l'hôpital que l'on connaît, qu'on pourra décrire si vous voulez. Et puis l'hôtellerie, donc avec les fonctions linge, les fonctions restauration et les unités de production qui y sont associées. Et enfin, l'ingénierie biomédicale, nous avons en charge aussi la gestion du parc médical hospitalier et l'équipement des services de soins. Voilà, où le CHU de Rouen, c'est 2400 lits et places et il emploie plus de 10 000 personnes. Merci beaucoup pour ces informations et j'accueille également ce soir avec nous Salvatore Dimeo. Vous êtes Regional Head pour la région Amérique latine chez Bebrone et vous avez également une deuxième casquette qui est celle que vous exercez ce soir de responsable des nouveaux business models à l'hôpital et en particulier pour les sujets liés au bloc opératoire. Bonsoir Salvatore, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de votre fonction également? Oui, bonsoir Cécile. En effet, il y a 2 ans que je suis retourné à mes origines chez Bebrone parce qu'il y a plus de 20 ans, quand j'ai commencé après l'université, j'ai commencé comme chef de produit pour l'assistance technique et ce secteur a été la racine pour toute la structure que se concentre aujourd'hui sur la création des modèles d'entreprise, de business model. Dans cette structure, on essaie de développer des modèles d'entreprise lesquels nous permettent de nous différencier, mais en même temps, ils offrent des solutions qui aident les institutions, les hôpitaux à améliorer les processus dans les blocs opératoires et toute la logistique. Ouais.
Ok, parfait, merci beaucoup. Et après avoir fait le tour de nos intervenants, je vous propose de savoir tout de suite qui est à notre écoute ce soir. Vous étiez assez nombreux à vous être inscrits pour ce webinaire. Et donc, nous allons tout de suite lancer un sondage qui va apparaître dans l'espace à droite de votre fenêtre. À côté du chat, vous avez un onglet sondage avec un petit point rouge qui va apparaître. Et donc, dites-nous si vous êtes plutôt un professionnel de la logistique hospitalière, plutôt un professionnel des achats hospitaliers. Est-ce que vous exercez sur les deux volets, puisque l'on voit qu'ils sont parfois et souvent liés, ou est-ce que vous exercez un autre type de fonction? Je vous laisse quelques secondes pour nous répondre. Dites-nous qui est là. Allez, je pense qu'il y avait plus de monde que ça connecté quand nous avons démarré. Peut-être que tout le monde n'a pas encore trouvé le sondage. J'en profite pour vous dire que dans le chat, vous pouvez nous poser vos questions pendant toute la durée de l'événement et nous les y répondrons à la fin de la discussion. Bien, je vois les chiffres qui grimpent. Et nous avons du coup une population assez partagée pour l'instant. Peut-être que les personnes se connecteront un peu plus tardivement ou peut-être que vous trouverez l'onglet sondage pour la prochaine question que nous aurons à vous poser. Pour entrer dans le vif du sujet de notre discussion ce soir, je vous propose de démarrer par une introduction vidéo enregistrée par Cédric Arcos, qui est le directeur général adjoint de la région Île-de-France, du Conseil régional, et qui est en charge particulièrement des questions de santé et de solidarité. Il a accepté d'introduire ces débats. Je vous propose de l'écouter. Pour la région Île-de-France, la crise sanitaire que nous venons de traverser et que nous traversons malheureusement encore, a été l'occasion d'une mobilisation exceptionnelle de l'ensemble des équipes évidemment du Conseil régional, mais plus largement de l'ensemble des forces vives de la région. À cette occasion, la ligne qui a été la nôtre a été d'intervenir sur 3 aspects. Le premier, ça a été de soutenir autant que possible, avec tous les outils qui sont à notre disposition, le système de santé, les professionnels de santé. Très concrètement, ça a été d'aider à l'approvisionnement de masques, ça a été de participer encore tout récemment aux côtés des pouvoirs publics et de l'Agence régionale de santé à la politique de test pour accompagner la reprise de l'activité. Ça a été également d'apporter un soutien aux professionnels libéraux comme hospitaliers pour assurer la continuité des prises en charge, la continuité des soins et évidemment la sécurité des professionnels. Le deuxième enjeu qui a été le nôtre, ça a été d'assurer coûte que coûte la continuité des activités. Je pense évidemment à la question des transports, mais je pense également à la continuité pédagogique pour assurer la continuité des enseignements et lutter contre les fractures territoriales et sociales. Et ce point m'amène à évoquer le troisième axe qui a été celui de notre intervention, c'est garantir la cohésion du territoire. Puisqu'on a vu que parmi les nombreux enseignements de cette crise, qu'elle a été un terrible aggravateur des inégalités, un terrible accélérateur des fractures territoriales et sociales. Et toute notre action a été d'intervenir aux côtés des acteurs de solidarité, aux côtés des acteurs de santé, pour toujours se poser la question de comment corriger les effets profondément inégalitaires de ce virus qui a eu tendance à frapper les plus fragiles. Bien, effectivement, on le voit toute cette année et la période que nous traversons encore actuellement met au cœur du sujet la notion de collaboration. Valérie Guillemin, je voulais vous donner la parole en premier pour peut-être une réaction à cette vidéo et surtout peut-être un partage d'expérience sur quelle expérience vous avez pu avoir en matière de collaboration avec les autorités, les collectivités, du fait aussi du statut particulier et de l'éloignement de la Nouvelle-Calédonie par rapport à la métropole. Oui, alors la Nouvelle-Calédonie a un statut assez particulier qui la différencie des départements et territoires d'outre-mer. C'est un pays d'outre-mer avec justement un certain nombre de compétences qui ont été transférées et qui nous ont permis une meilleure réactivité au moment de la crise pour justement activer, surtout sur la chaîne logistique, nos approvisionnements, puisque l'État a été assez occupé déjà à l'échelle de la métropole.
Donc, on a vraiment, en fait, notre gouvernement a été très réactif et a pu agir directement au niveau des compagnies aériennes, des opérateurs de transit pour que le pont sanitaire soit maintenu entre la Nouvelle-Calédonie et la France. Ensuite, il y a une coopération de fait sur notre territoire entre les différentes structures publiques et privées, puisqu'on est une île. Le plus proche territoire, le plus grand pays à côté de nous, c'est l'Australie, qui reste quand même un pays étranger, avec des règles différentes. Donc, en fait, quand on est en Nouvelle-Calédonie, il faut qu'on ait vraiment une chaîne logistique très fiable entre l'Europe et chez nous pour ne pas risquer d'être en rupture. Donc, les hôpitaux sont très solidaires entre eux et on coopère de fait tout le temps pour que l'ensemble des activités publiques et privées soient maintenues. Merci beaucoup. Et puis, vous avez, je le sais, un modèle d'organisation sur lequel on reviendra dans votre service qui est assez particulier. Ronan Talek, même question. Vous m'avez beaucoup parlé lors de nos échanges de préparation, justement, de coopération. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de votre propre expérience sur ce sujet? Oui, alors, pendant la crise du printemps, si c'est le sujet sur lequel vous souhaitez qu'on parle, donc pendant la crise du printemps, on a connu des collaborations tout à fait importantes au sein de l'hôpital. Vraiment, ça a été une mobilisation de tous les professionnels du CHU et qu'on connaît encore aujourd'hui puisque la crise continue et elle va être probablement durable. C'est un des éléments marquants, je pense, de cette période, c'est les collaborations renforcées entre tous les métiers de l'hôpital. Mais on a connu aussi énormément d'échanges avec les ARS, par exemple, puisque effectivement il y a eu un travail très important, notamment pour l'organisation au sein des territoires de l'offre de soins, mais également l'approvisionnement des équipements de protection individuelle, par exemple. Et enfin, beaucoup de travaux de collaboration, d'échanges aussi avec les établissements de nos territoires. Donc ça, c'est un troisième axe important de collaboration qu'on a connu pendant cette première phase du printemps et qui se poursuit là actuellement, puisque évidemment la crise n'est pas finie, loin de là. Alors, peut-être justement pour revenir sur vos propos à l'un et à l'autre, on voit qu'effectivement la collaboration, elle s'effectue de façon assez efficace et spontanée à un niveau évidemment au sein de l'établissement et également à l'échelon du GHT ou du territoire. Est-ce que, Valérie, vous pourriez nous expliquer un peu plus justement la façon dont vous êtes organisée et ce que ça a changé? Notamment, vous m'avez dit que vous étiez depuis 4 ans sur un site réunifié et je sais que votre service a aussi un fonctionnement particulier. C'est l'occasion peut-être de voir si ça peut donner des idées à d'autres. Alors, il y a à peu près une dizaine d'années, on a monté un projet avec la direction de l'établissement pour améliorer les fonctions logistiques au sein de la pharmacie, qui est un des plus gros postes de dépenses après les dépenses de personnel dans un établissement de santé en général. Donc, la logistique étant vraiment un domaine très important, surtout vu l'éloignement qu'on a de métropole, on a en fait, la direction a injecté une cellule logistique à l'intérieur de la pharmacie. C'est pas une fonction qui a été externalisée, mais on a plutôt mis les moyens avec du personnel dans les locaux de la pharmacie. Donc, on a une équipe logistique qui travaille au cœur de notre service. Et on a eu des résultats très efficaces. Déjà, ça a déchargé le pharmacien de toutes les fonctions logistiques, mais avec une équipe qui travaille sous son lien fonctionnel. Ce travail sur la partie des produits qui dépendent de la pharmacie a tellement bien marché, c'est-à-dire les médicaments et les dispositifs médicaux stériles, que la direction ensuite nous a confié les achats des dispositifs médicaux non stériles il y a une dizaine d'années. Et depuis 3 ans, on assure également les achats à prod des réactifs et consommables de laboratoire. Donc, en fait, tous les produits de santé aujourd'hui sont achetés, gérés et distribués par la pharmacie, avec cette cellule logistique au sein de notre service.
Très bien. Est-ce que Ronan Talek, vous pouvez nous parler en parallèle, je dirais, de votre expérience en tant que centralisateur, on va dire, pas vous individuellement, hein, bien sûr, mais le CHU de Rouen en tant qu'établissement support du GHT et de ce que vous retirez comme expérience justement de ce rôle central. Est-ce que c'est quelque chose qui est amené alors à se poursuivre en ce moment, évidemment, pour certains produits du fait de la crise? Quelle expérience vous retenez de ce rôle de centralisation? Oui, alors à l'hôpital, vous savez que les coopérations existent dans le domaine des achats depuis déjà de nombreuses années, puisque les hôpitaux français ont initié déjà il y a près de 15 ans les premières coopérations avec la création de Uniachal, qui est le groupement de coopération sanitaire, qui a permis la mutualisation, la massification des achats. Donc ça, c'était un premier point. Donc ça fait déjà plusieurs années. À l'échelle régionale aussi, il existe un certain nombre de groupements d'achats qui font que les hôpitaux coopèrent et travaillent ensemble. Et puis, il faut rappeler que plus récemment, donc c'est en janvier 2018, après la création des GHT, eh bien, par voie réglementaire, il a été décidé de créer des directions achats mutualisées communes au sein des groupements hospitaliers de territoire. Donc ainsi sont mises en place des organisations, des compétences se sont regroupées autour d'une direction unique et pour faire converger les achats au sein des établissements qui constituent le GHT. Donc voilà, ça c'est un premier point important. Donc dans notre GHT, nous avons un volume d'achat de 300 millions d'euros par an à peu près, donc dont 60% sont des produits de santé. Et donc voilà. Donc maintenant, nous sommes déjà à un premier temps de réflexion, puisque avec cette première expérience importante, la maturité aussi qui a grandi, eh bien, on travaille ou on réfléchit sur un approfondissement, disons, des questions de mutualisation sur la logistique hospitalière et sur toute la supply chain. Voilà, donc on en est là aujourd'hui dans notre GHT sur comment à partir d'une expérience sur la mutualisation des achats, poursuivre sur la chaîne logistique, approvisionnement, stockage, livraison dans les hôpitaux du territoire. Voilà, il y a assez peu quand même aujourd'hui en France d'expérience de mutualisation inter-établissement sur la supply chain. Et on en avait également parlé, mais l'expérience qu'on vient de vivre au printemps, entre mars et octobre dernier, pendant laquelle les établissements supports de GHT ont été amenés missionnés par l'ARS, ont été amenés à stocker, distribuer les équipements de protection individuelle pour les établissements de leur territoire, a été une expérience intéressante pour aussi légitimer, je dirais, peut-être la place de ces établissements supports dans des ambitions peut-être logistiques au niveau de leur territoire. Merci. Valérie Guillemin, une question, on n'y est pas revenu. Est-ce que votre service dessert et centralise l'intégralité des territoires de la Nouvelle-Calédonie, ou est-ce qu'il y a d'autres plateformes sur le territoire? Comment ça fonctionne? Non, aujourd'hui notre plateforme sert uniquement à desservir notre établissement. Ensuite, par des mécanismes, on va dire, assez intuitif. Il y a comme on est le seul établissement disposant d'un plateau technique, il y a certains produits que d'un commun accord avec les autres établissements du territoire ne sont détenus que par notre établissement. Par voie de convention, il y a certaines activités qui sont faites que par notre établissement et sous-traitées aux autres. Donc, il n'y a pas vraiment de plateforme logistique, mais par contre, il y a énormément de conventions, de sous-traitance de certaines activités entre nos différents établissements.
Très bien, merci. Alors, on le voit effectivement en finale assez spontanément, surtout poussé par des périodes de tension extrême. La mutualisation à un échelon, on va dire, supra-établissement est plutôt une réponse apportée effectivement pour mutualiser les moyens, les stocks. Et donc, on va lancer un deuxième sondage puisque des voies, qu'elles soient politiques, institutionnelles, opérationnelles, différentes s'élèvent pour parler de mutualisation de stock à différents niveaux. Et donc, je voudrais prendre l'avis de nos internautes ce soir pour savoir quel est, selon vous, l'échelon optimal de mutualisation et de centralisation des stocks, mutualisation de la supply chain. Est-ce qu'il est, pour vous, un échelon établissement, un échelon territorial qu'on peut assimiler à l'échelon du GHT? Est-ce que c'est un échelon qui pourrait être supérieur à un échelon soit régional, soit national? Donc, le sondage est lancé. Je laisse quelques secondes pour répondre. Je vois les chiffres qui s'affichent. Rassurez-vous, le sondage est anonyme, donc vous pouvez répondre en toute tranquillité d'esprit sur l'avis qui est le vôtre. Alors, c'est intéressant, on voit qu'il y a deux avis qui remontent un peu majoritairement. Allez, on laisse encore quelques secondes avant de clôturer le sondage. Et allez, disons que on s'arrête là pour le sondage. Donc, je vois de loin qu'en tête arrive l'échelon territorial du GHT, suivi de près par l'échelon régional. Et donc, l'échelon établissement et l'échelon national arrivent très loin derrière. Peut-être une réaction de la part de Ronan Tallec, puis peut-être de Valérie Guillemin, notamment entre l'échelon peut-être territorial et l'échelon régional. Est-ce que vous pensez que c'est quelque chose qui est souhaitable ou envisageable de dépasser encore l'échelon du GHT pour aller à un échelon encore plus macro en termes de mutualisation? Donc, je pense qu'il faut aller par étapes. Je pense comment dire, la période récente et même la création des GHT a montré que c'était un échelon intéressant de coopération à la fois pour mettre en place des filières de soins, mais également pour mutualiser des fonctions support. Donc, les achats que j'ai évoqués tout à l'heure, mais aussi les systèmes d'information. Et puis peut-être demain, donc les fonctions logistiques. Déjà aussi, de nombreux GHT partagent des fonctions d'hôtellerie aussi, en matière de blanchisserie, de restauration, c'est assez fréquent. Donc là, on a un potentiel, je dirais, de performance à la fois en matière de financière, mais également aussi en matière de service rendu au client final dans le service de soins. Donc voilà, je pense que c'est déjà un échelon important à traiter, et c'est la structure GHT m'apparaît intéressante pour cela. Très bien. Valérie, une réaction peut-être pour relancer la discussion. Alors, c'est toujours un comparatif qui semble très polémique, évidemment, quand on fait des analogies entre la santé et d'autres secteurs. On sait que, par exemple, la grande distribution a des grandes plateformes logistiques complètement externalisées et qui desservent ensuite des différents pôles. Est-ce que, par exemple, alors bon, pour la Nouvelle-Calédonie, c'est peut-être un peu particulier, mais est-ce qu'on peut imaginer demain ce type d'infrastructure pour l'hôpital? Je pense que l'échelon territorial est déjà un échelon qui est assez important. Je sais pas ce qu'on gagnerait à partir sur un échelon encore au-dessus. Après, je pense que là où on gagne, c'est sur l'harmonisation plutôt des procédures, des protocoles, des partages d'informations, de l'harmonisation des pratiques, pour que justement on ait quand même des grands guides de manière de travailler, en fait, pour pas réinventer l'eau chaude, en fait, dans chaque établissement. Je pense sur l'échelon régional et l'échelon national, ça serait plus, pour moi, cet axe-là qui serait un axe fort.
Je pense que les Omédites font déjà des travaux assez importants justement sur ce type de sujet, sur l'harmonisation des pratiques. Et je pense qu'on est plus, voilà, plutôt dans ces pistes-là quand on monte sur des échelons plus importants. Je ne sais pas si sur d'augmenter l'échelon pour la logistique, finalement, on serait gagnant, j'en suis pas certaine. Ok, merci beaucoup. Alors justement, quand on parle de mutualisation et puis de gravir des échelons, on est parfois amené à parler justement aussi d'externalisation. Et là, je vais passer la parole à Salvatore. Merci pour votre patience depuis le début de la discussion. Peut-être dans un premier temps pour nous présenter un exemple. Alors, on sort évidemment du scope pur de l'approvisionnement et de la gestion supply chain, mais c'est peut-être un exemple qui pourrait voilà, susciter des réflexions par la suite. Je vous passe la parole pour nous parler d'exemples que vous avez pu déployer, notamment en Allemagne. Oui, je vous ai présenté des slides. Je vais essayer de les montrer sur l'écran, voir si ça marche. Ok. Est-ce que vous voyez la présentation? Bon, j'en suis pas sûr. On verra. Ah, ok. Ouais, on l'a déjà. Bon, oui, c'est une situation qu'on trouve pas seulement en Allemagne. Je pense que ça, c'est une situation qu'on trouve dans tous les hôpitaux. On a des systèmes d'informatique qui ont une dizaine ou quinzaine d'années. On utilise toujours la calculatrice, le téléphone. C'est une situation qui ne présente pas vraiment c'est pas vraiment un système moderne. Par autre part, ce qu'on trouve aussi dans beaucoup des hôpitaux, on a des silos. Je ne suis pas sûr si on dit comme ça en français. Des silos parce que chaque département travaille pour sa compte. On ne travaille pas vraiment ensemble. Et enfin, ça a un effet sur les collaborateurs qui souvent sont fatigués et aussi démotivés. Et le soin, pour cette raison, le traitement du patient ne marche pas vraiment en manière effective. Et c'est une situation qu'on trouve dans tous les pays. Et pourquoi? Ouais, parce que souvent, les structures qu'on trouve dans les hôpitaux, ce sont des structures historiques. Ils se sont créés auprès du temps. Et on peut le voir dans cette page-là. Ça, c'est un exemple de l'université de Tübingen en Allemagne. Le campus de l'université, on le voit sur cette page-là. On peut voir qu'il y a des différentes cliniques. Il y a la gynéco, la clinique dermatologique, la clinique ORL, une clinique centrale et des autres cliniques. Et sur le campus, on trouve un bloc d'opératoire central, mais quand même, chaque clinique a son bloc individuel. Et près du bloc, il existe des stérilisations individuelles. Et dans les années, chaque bloc, chaque clinique a acheté son logiciel pour la gestion du bloc opératoire, son logiciel pour la traçabilité de la stérilisation. On peut voir, par exemple, si on parle de la traçabilité, on voit que à Tübingen, dans le même hôpital, ils utilisent trois systèmes différents. C'est EuroSTS, et ISH-MED et Inc50+. La même chose, on le trouve si on parle de la gestion du bloc opératoire. Ils utilisent SAP, ils utilisent Constance et des autres systèmes. Et ça, enfin, n'aide pas vraiment dans les flux de l'information et des biens, et le flux n'est pas vraiment transparent. Et souvent, la gestion de l'approvisionnement des stocks, la communication et l'organisation est vraiment complexe. Tout ça n'aide pas vraiment dans le travail quotidien du personnel. Et le personnel perd beaucoup de temps dans la gestion des boîtes pour la chirurgie, les ancillaires, le matériel d'anesthésie, les consommables, les implants, l'équipement et beaucoup plus. Et souvent, il est presque impossible de se concentrer sur les compétences du travail clé, le traitement du patient. Et pour cette raison, les hôpitaux
comme j'ai dit, pas seulement en Allemagne, mais aussi dans des autres pays, ils cherchent des solutions qui leur permettent d'avoir toutes les ressources, tous les produits au bon endroit et au bon moment. Mais ça, enfin, c'est seulement possible si on réalise trois choses. L'optimisation du processus de la stérilisation et de la logistique pour le bloc, ce qu'on voit ici à la gauche. Deuxième, la standardisation des achats des biens. Et la troisième chose, c'est la digitalisation de tous ces processus. Et ça, c'est une chose qui, au fin, on doit le faire avec la digitalisation, parce que tout ça marche seulement si on implémente un système digital qui aide dans ce processus-là. Et ça, c'est une chose qu'on trouve dans presque tous les pays, tous les hôpitaux que, au moins, moi, je connais. Ouais. Merci beaucoup. Peut-être une réaction, je ne sais pas, soit de Valérie ou de Ronan, si vous avez un commentaire sur le sujet. Donc là, on est plutôt effectivement sur, on n'est plus du tout sur la question de l'échelon régional ou territorial, on est plutôt carrément à l'intérieur de l'établissement et pour faire en sorte que justement le matériel arrive au bon endroit, au bon moment. Est-ce que vous avez des remarques ou des expériences particulières à partager sur ce sujet ? Oui, je peux dire quelques mots, si vous voulez. Oui. Non, mais ça fait assez écho à ce que vient de dire notre collègue, puisqu'effectivement, au CHU de Rouen, nous sommes lancés dans un projet logistique, projet de modernisation logistique important, et qui prend en compte cette question du très faible aussi niveau d'intégration des systèmes d'information qu'on connaissait, avec effectivement une complexité très élevée pour les soignants dans les services de soins pour commander un produit médical, commander un médicament, un produit hôtelier, une prestation hôtelière, une prestation de maintenance, etc. Chaque prestation suggère l'utilisation d'un outil différent, donc une très grande complexité pour les équipes dans les services de soins. C'est pour ça qu'on travaille beaucoup sur la question de la logistique au sein des services de soins, avec des outils digitaux adaptés et avec aussi une création de nouveaux métiers de logisticiens de soins qui est développé dans plusieurs hôpitaux français. Hein, mais en tout cas, nous, on y croit beaucoup à cette fonction-là pour décharger aussi les soignants d'un certain nombre de tâches en marge de leur cœur de métier. D'accord. Et donc aujourd'hui, c'est plus quelque chose que vous envisagez comme quelque chose d'intégré à l'hôpital avec la création de propres métiers par rapport, par exemple, à l'expérience de Tübingen où Salvatore n'est pas forcément rentré dans les détails, mais où effectivement, il est aussi possible de déléguer, à un moment faire le choix de déléguer cette gestion extérieure. Pour l'instant, c'est quelque chose que vous pensez en France et plutôt reste intégré à l'intérieur des établissements. Oui, tout à fait. C'est vraiment un projet hospitalier, donc qu'on décline au sein du CHU dans toute une filière, un processus depuis une nouvelle plateforme logistique jusque le service de soins avec donc une revue de toutes les missions logistiques des soignants pour les professionnaliser et pourquoi pas décliner ensuite ce modèle-là au sein de notre territoire à l'image de ce qu'on évoquait tout à l'heure. Très bien. Valérie, de votre côté, est-ce que vous avez une remarque ou une réflexion à partager avec nous sur le sujet? Oui, tout d'abord, je voudrais compléter ma réflexion tout à l'heure sur l'échelon national parce que on a un exemple, enfin, depuis le milieu de la crise, de la centralisation justement à l'échelle nationale de la distribution des curares et des hypnotiques qui a été centralisée au niveau des ARS. Et justement, on n'en est pas totalement satisfait. Effectivement, ça a permis de sécuriser à un moment donné les stocks parce que il y avait sûrement une déperdition et peut-être une inquiétude au niveau national sur que les bons produits sont en bonne quantité suffisante dans les établissements qu'on y avait le plus besoin.
Mais nous, après avoir transmis nos données de consommation, on se rend compte que finalement, ce qui nous est envoyé de manière automatique tous les mois par la métropole ne correspond pas du tout à nos besoins. Et notamment, je ne sais pas s'il y a une distinction de fait entre les établissements qui avaient des services de réanimation ou non, puisque les dosages utilisés pour la réanimation ne sont pas du tout ceux utilisés pour l'anesthésie et on ne reçoit pas du tout les produits qui sont adaptés à notre activité. Donc, je pense que c'est un petit peu les limites de centraliser au niveau national des distributions de médicaments. Donc ça, c'était ma réflexion, puisqu'on avait un exemple concret lié à la crise avec cette centralisation des cureurs et des hypnotiques qui était assez nouveau, tout à fait nouveau pour nous. Ensuite, effectivement, notre déménagement a été l'occasion de refondre complètement la logistique interne de notre établissement. C'est un hôpital qui est tout numérique. Les transports sont automatisés avec des transports par des TAL, transports automatisés lourds entre un pôle logistique qui est relié par un tunnel au Medipôle, là où sont hébergés les patients. Donc, il y a une centaine de mètres entre les deux et du pneumatique. Ça a été l'occasion aussi pour nous de faire gérer l'ensemble des pharmacies, des services de soins par la pharmacie à usage intérieur, avec les préparateurs qui y vont tous les jours, quasiment dans la plupart des unités. Et donc, le leitmotiv lorsqu'on a déménagé, c'était de donner le plus de temps aux soignants auprès des patients et que toute étape logistique leur soit au maximum déchargée. Et celui de la pharmacie leur prenait à l'époque pas mal de temps. Ok, merci beaucoup. Salvatore, peut-être une réaction ou quelque chose à partager, parce qu'effectivement, on a peut-être des niveaux très différents de modernisation du système informatique des hôpitaux qui est, on l'a vu aussi par les commentaires des intervenants, directement liés à la qualité de service qu'on peut donner au sein de l'établissement. Est-ce que pour vous, la transformation justement des systèmes informatiques est au rendez-vous aujourd'hui en Allemagne et dans les autres pays par rapport à votre expérience internationale? Oui, moi, je pense que c'est vraiment le moment aujourd'hui de changer ça. Jusqu'à quelques années, l'informatique, oui, ça faisait partie du travail quotidien. Mais aujourd'hui, je pense que oui, c'est vraiment nécessaire de changer. Pourquoi? Pas seulement parce qu'on a des nouveaux systèmes, mais aujourd'hui, avec la technique, on peut vraiment optimiser tous les flux. Avant, on parlait seulement de la traçabilité, on parlait de l'identification du bien, mais aujourd'hui, avec les systèmes les logiciels, les systèmes informatiques, on peut améliorer tous les processus et c'est possible parce qu'aujourd'hui, avec les systèmes qu'on a, avec la connectivité qui est possible avec l'Internet, on peut pas seulement tracer le produit dans un établissement ou dans un département, mais sinon on peut suivre tout le produit et les connecter. Par exemple, dans les exemples, les projets qu'on travaille aujourd'hui, en Allemagne, à Tübingen, je l'avais mentionné avant, mais dans des autres, ce qu'on fait, c'est de connecter toute la partie de bloc opératoire. On connecte la planification du bloc avec toute la partie du stockage, après la livraison, la logistique, la livraison, et on connecte pratiquement tous les départements pour réaliser un système de pool. Ça signifie que en base des chirurgies que l'hôpital veut faire, en base de ça, et avec les liens qu'on a, on peut pas seulement tracer la logistique, mais sinon on peut vraiment faire comme dans l'industrie, faire une chaîne de production. Parce que du bloc de la chirurgie qu'on fait, le système sait, OK, quels produits stériles on utilise, les instruments qu'on a besoin, les ancillaires qu'on a besoin, les emplats, et tout ça, on peut le connecter aujourd'hui et on peut passer d'un système pull d'un système push à un système pull. Ça signifie qu'on produit seulement ce que on a vraiment besoin et ça aide vraiment. Et une autre chose que les systèmes nous permettent, c'est l'automatisation dans les processus de stérilisation, par exemple, l'automatisation dans la logistique.
avec ça, on peut réduire le nombre de personnes qui travaillent, on peut améliorer aussi la qualité. Je pense que ça, c'est une situation qui peut vraiment aider à optimiser tous les flux et ça aide à se concentrer dans les établissements sur le traitement des soins du patient. Ok, merci. J'encourage nos internautes à nous envoyer des questions puisqu'on va passer à la phase de questions-réponses avec nos intervenants. On en a déjà reçu quelques-unes. Une première, je pense, qui est, alors ce n'est pas précisé, mais je pense que c'est pour vous, Valérie. La question est de savoir quel est l'effectif de l'équipe logistique. Alors peut-être pour nous parler un peu de l'effectif de votre service et vos équipes en général et en particulier de la logistique. Alors, donc pour notre pharmacie, donc pour un hôpital de 550 lits, notre pharmacie compte 45 personnes, hors personnel de stérilisation, juste pour la PUI. Et on a 4 magasiniers pour la partie logistique, une cadre logistique et 5 secrétaires qui, chez nous, notre secrétariat va de la commande, réception, liquidation, mandatement. On va jusqu'au mandatement. Ok, merci. Nous avons une deuxième question qui est pouvons-nous imaginer une mutualisation de cette supply chain ou du Logipôle tel que celui de Nouméa entre les établissements privés et les GHT, donc à un échelon, j'imagine, territorial où on mêlerait GHT et établissements privés. Ronan, peut-être la question est pour vous. Oui, pourquoi pas, évidemment. Il faudrait qu'évidemment tous les partenaires soient volontaires pour y aller. Souvent, les structures privées ont leur propre circuit d'approvisionnement. Donc, ça supposerait aussi, évidemment, parce que ça, c'est un point important, je pense, c'est de réfléchir à une convergence sur un certain nombre de références, de produits, et de pratiques, etc. Donc, c'est quand même un peu compliqué. Autant, peut-être au sein d'un groupement hospitalier de territoire, on peut s'entendre sur un certain nombre de convergences sur peut-être avec des établissements privés. C'est peut-être plus compliqué alors qu'ils sont eux-mêmes dans des logiques de groupes différentes. Ok, très bien. Alors, pour l'instant, pas plus de questions. N'hésitez pas à nous en envoyer. Moi, j'ai peut-être une question pour Valérie et puis pour vous, Ronan. Lors des entretiens qu'on a eus pour préparer cette discussion, vous m'avez l'un et l'autre parlé aussi de vision d'avenir, de prospective. Hein. Donc là, on est vraiment dans l'avenir à plus ou moins long terme. Mais Valérie, peut-être question d'abord pour vous. Qu'est-ce que vous diriez que l'expérience de cette année a changé ou va changer dans votre approche achat et approvisionnement? Alors, ce qu'on a tiré comme expérience, elle est à plusieurs niveaux. Tout d'abord, je pense comme tous les hôpitaux en métropole et dans le monde entier, il a fallu augmenter nos niveaux de stock stratégiques sur les EPI. On travaille plus à flux tendu sur les EPI. Sur les médicaments et les dispositifs médicaux qui sont spécifiques au traitement de la pathologie Covid. Ça nécessite un travail étroit avec la direction parce que qui dit augmentation du niveau de stock dit augmentation nécessité de trésorerie pour pouvoir engager des commandes plus importantes. Nous, notre situation est particulière. C'est pas 15 jours, 3 semaines ou 5 semaines de stock qu'on doit détenir de notre éloignement. C'est plusieurs mois de stock, donc des montants financiers importants à engager. Donc ce travail est en cours avec notre direction et notre gouvernement. C'est diversifier aussi ses sources d'approvisionnement, ne pas être dépendant d'un seul fournisseur pour pas se retrouver en rupture de stock et en difficulté. C'est diversifier également
nos stratégies thérapeutiques, avoir plusieurs cordes à son arc si un traitement était manquant. On a aussi développé des filières d'approvisionnement directement en Asie, au moment où l'État français allait chercher des masques, envoyer des avions. Le gouvernement de la Calédonie a envoyé sa compagnie aérienne, Air Calédonie International, que je profite de remercier puisqu'il se retrouve dans une situation très compliquée comme toutes les compagnies aériennes actuellement, avec une baisse drastique du flux. Donc, ils sont allés chercher nos masques puisque l'État a été dépassé, il n'a pas pu subvenir tout de suite à nos besoins. Donc, on a développé aussi donc des filières directement, parce que les EPI, en tout cas les masques, les gants, les blouses sont principalement fabriqués en Asie. Du coup, on a développé avec des partenariats avec nos grossistes locaux, des filières d'approvisionnement direct d'Asie. Ce qu'on a essayé aussi, ce qu'on a obtenu aussi au niveau de toutes les directions pendant la crise, c'est une chaîne de décision extrêmement rapide qui nous a permis d'avoir des services support extrêmement réactifs. Donc ça, c'est ce qu'il faudrait maintenir dans le temps, puisqu'on va être touché de nouveau par une nouvelle vague. Et les chaînes de décision rapides nous ont permis d'être extrêmement efficaces. Ensuite, chez nous, le fait que la Nouvelle-Calédonie est un particulier qui lui permet d'être autonome en matière de santé et de prendre des décisions, il a été créé pour faire face aux problèmes logistiques, un poste de commandement opérationnel fret. En même temps qu'il y a aussi un poste de commandement, une cellule rapatriement, une cellule confinement, puisque la Calédonie est un des rares territoires où il y a aujourd'hui le Covid n'est pas rentré chez nous. Il est resté à l'extérieur, puisque tous les passagers qui entrent aujourd'hui sont mis en quarantaine dans des hôtels surveillés, et donc le virus n'est jamais rentré. Donc cette cellule de commandement qui est très intéressante en termes de fonctionnement, puisque elle réunit à la fois le préfet, les représentants du préfet, représentants de l'ARS, représentants des compagnies aériennes, représentants des opérateurs de fret, représentants des établissements de santé. Et toutes les semaines, ces gens se réunissent pour optimiser et prioriser les flux d'approvisionnement entre la France et la Nouvelle-Calédonie pour que les produits de santé soient priorisés. Merci beaucoup. On voit effectivement que du coup, du côté de Nouméa, quand on parle d'approvisionnement local ou régional, finalement, on se dirige vers l'Asie. Ronan Talek, est-ce que vous avez justement constaté ou envisagé dans un avenir plus ou moins proche justement ce changement de pratique d'approvisionnement privilégiant du local ou du régional? Oui, alors je partage beaucoup d'éléments qu'a cité Valérie. Effectivement, notamment sur la diversification des sources d'approvisionnement, ça c'est un point important. Alors Valérie se tourne vers l'Asie. Nous, au contraire, on considère qu'on a des dépendances trop fortes vis-à-vis de l'Asie et on essaye au contraire. Enfin, en tout cas, c'est une des leçons de la crise et on réfléchit en tout cas à avoir recours à des filières d'approvisionnement locales lorsque c'est possible. Donc ça va aussi, ça suggère qu'on ait une meilleure connaissance aussi du tissu économique des locales, notamment des TPE, des PME qui ont été assez actives et source d'innovation pendant le printemps dernier. Donc ça c'est un premier point, la diversification de l'approvisionnement, donc qui est un des points quand même majeurs parce que ça a été l'élément de crise, l'élément de risque majeur que nous avons connu. Un deuxième point important, c'est l'amélioration aussi du dialogue entre l'acheteur et le fournisseur. Ça c'est vraiment un élément important qui ressort. Donc bien connaître ses fournisseurs est devenu un élément clé et ça passe d'ailleurs aussi par la question de la digitalisation de la fonction achat.
développer des systèmes d'information qui permettent d'avoir vraiment une bonne connaissance de son catalogue fournisseur, catalogue produit. C'est un élément aussi, un enseignement de cette période, même si nous y réfléchissions bien sûr depuis longtemps. Un autre point que j'évoquais, c'était aussi l'accélération de la convergence des achats au sein de notre territoire. La crise a montré que les plus petits hôpitaux étaient plus fragiles par rapport aux fournisseurs dans cette période, et alors qu'effectivement la demande était considérable simultanément dans le monde entier, d'être petit peut être une source de difficulté, de fragilité en tout cas, et s'adosser dans un groupement, s'adosser à d'autres hôpitaux et notamment à l'établissement support de territoire peut être un élément important pour sécuriser ces approvisionnements. Donc voilà, et puis je peux également citer bien sûr la question des stocks de sécurité qui est une question qui est aussi un peu nouvelle, puisque nous étions plutôt dans une logique de flux tendu. C'était la méthode qui était plutôt préconisée, qui était généralisée dans nos hôpitaux. Donc on revient à une logique de sécurisation de stock sur des périodes plus ou moins longues. Et ce qui fait le lien aussi d'ailleurs à la question du juste dimensionnement de nos plateformes logistiques. C'était un élément important, une des difficultés dans beaucoup de nos hôpitaux de cette question du dimensionnement qui était souvent insuffisant lorsqu'il a fallu, en tout cas pour les établissements supports, stocker, redistribuer dans les établissements de la région ou du territoire. D'ailleurs, je veux juste aussi corriger un petit peu ou apporter des éléments complémentaires à la question précédente sur la coopération publique-privée, en précisant que pendant la période de mars-octobre, les établissements supports de GHT ont stocké et distribué des EPI pour aussi les établissements publics, hospitaliers, médico-sociaux, mais également pour les cliniques privées du territoire. Donc on a également quand même développé cette collaboration, cette coopération publique-privée en matière logistique, et je crois que l'ensemble des acteurs étaient assez satisfaits de l'action des établissements supports de GHT. Merci. Alors, pendant que nous discutions, nous avons reçu de nouvelles questions. Une première qui est: avez-vous des partenariats particuliers avec des fournisseurs du type stock déporté dans un entrepôt extérieur proche de la PUI de consignation? Alors, il n'est pas précisé à qui elle est destinée, donc je ne sais pas qui veut y répondre. Peut-être vous, Valérie, je ne sais pas. Alors, non, on n'en a plus, mais que depuis 3 ans, depuis qu'on a construit notre pôle logistique avec une pharmacie de 3000 m², dont 2000 m² d'entrepôt. Mais avant ça, notre ancien établissement la pharmacie avait une surface de stockage, enfin un volume de stockage insuffisant, et effectivement, nous devions avoir recours à une sous-traitance d'une partie de nos stocks chez des grossistes. Très bien, merci beaucoup. Une question, je pense, plutôt pour vous, Ronan Talek. Est-ce que vous avez évalué les gains possibles avec l'optimisation, la mutualisation justement de la supply chain? Est-ce que vous avez des indicateurs attendus en termes de pourcentage d'optimisation, de TP? Sur quel projet? Sur une mutualisation Oui, je pense que c'est peut-être, vous évoquiez ce projet de mutualisation de supply chain, oui. Oui, alors, le gain potentiel se situe évidemment dans l'optimisation des points de livraison pour le fournisseur. En tout cas, les frais de livraison sont aujourd'hui inclus dans les tarifs. C'est vrai que ça ouvre un potentiel de négociation important dans nos achats. Donc ça, c'est un point important, même si ensuite la charge de la livraison est reportée sur l'hôpital central.
Bien sûr, ensuite il y a la mutualisation des. Alors, on a fait effectivement un travail, pour l'instant une étude d'opportunité qui a mis en avant effectivement des gains potentiels à la fois en personnel, au niveau achat, au niveau surface de stockage dans les différents hôpitaux concernés. Il y a des charges en contrepartie, évidemment, liées à toute l'organisation logistique au niveau d'un territoire. Mais c'est une étude pour l'instant qu'on souhaite encore approfondir et notamment mesurer vraiment les impacts financiers, organisationnels et puis sociaux aussi pour chaque établissement concerné. Donc ça, c'est un travail qu'on souhaite mener, j'allais dire, quand on pourra vraiment consacrer du temps, peut-être dans quelques mois. Merci, très bien, merci beaucoup. Il nous reste 2 questions, on va essayer de les traiter dans les quelques petites minutes qu'il nous reste. Une question pour savoir si vous réfléchissez à améliorer les interfaces logistiques avec vos fournisseurs. Et si vous y réfléchissez, quelles sont les pistes de travail? Peut-être, ou Ronan? Moi, je voulais juste compléter juste sur la question précédente, puisque il y a 10 ans, quand on a restructuré la fonction achat à pro dans notre établissement, on a chiffré justement pour savoir si on s'orientait dans la bonne direction les gains. Et on a gagné 20% sur le budget global de la pharmacie en 2 ans. Et sur 2 ans et demi, et on a stabilisé le budget de la pharmacie depuis 10 ans. C'est-à-dire que le budget n'a pas évolué. Et notre stratégie, c'est pouvoir continuer à référencer des nouveaux médicaments et du nouveau matériel pour pouvoir suivre l'évolution des technologies et des prises en charge médicales à budget constant. Donc, à chaque fois, en fait, le deal avec les services de soins avec qui on travaille, c'est on peut référencer de nouvelles choses, mais il faut trouver des pistes d'économie en contrepartie. Et ce travail, à la fois, je pense qu'il faut travailler à la fois sur l'amont et sur l'aval, c'est-à-dire mieux acheter, mieux s'approvisionner, mieux gérer sa logistique, mais ensuite aussi mieux consommer à l'intérieur de l'établissement et mieux gérer la logistique, que c'est également interne. C'est un travail qui doit se faire de manière parallèle, et si on le mène de manière parallèle, de manière efficace, on peut obtenir, enfin c'est ce qu'on a obtenu, sur 2 ans et demi, on a infléchi de 20% le budget de la pharmacie, donc 32 millions d'euros chez nous, ce qui fait des économies substantielles et une stabilisation des dépenses depuis 10 ans. Ok, merci beaucoup. Une question intéressante, on l'avait évoqué, Ronan Talek, lors de la préparation. Pour le recours à des fournisseurs justement locaux, comment est-ce que vous envisagez d'intégrer ça dans vos appels d'offres pour pouvoir prendre en compte ce critère local? Alors, il y a comment dire, plusieurs dispositions qui existent déjà dans le marché public pour favoriser les achats éco-responsables autour de la question du bilan carbone d'une opération, autour donc qui fait le lien avec les coûts ou les charges liées au transport et aux distances entre le point de production et le point de livraison. Donc voilà, en tout cas, je pense qu'aujourd'hui, d'ailleurs, les politiques travaillent sur cette question-là pour encore renforcer, ou permettre plus facilement encore d'exprimer cette question de l'accès à la commande publique pour les petites entreprises et pour du territoire national. Très bien, merci beaucoup. Nous arrivons à la fin du temps de notre échange.
Un grand merci à nos 3 intervenants pour les partages d'expériences et les discussions extrêmement intéressantes. Et puis, nous allons, pour conclure et pendant qu'on va se dire au revoir, lancer un dernier sondage simplement pour obtenir le niveau de satisfaction de nos internautes sur cette webconférence. Pendant que vous remplissez ce bref sondage de satisfaction, j'en profite pour vous donner rendez-vous pour un prochain épisode qui aura lieu fin novembre. Compte tenu des circonstances, la date peut encore changer entre le 20 ou le 21 novembre. Et puis, ce sera un peu une forme de poursuite de la discussion d'aujourd'hui, un peu plus extrapolée, puisque nous parlerons de comment concilier stratégie industrielle et stratégie sanitaire pour sécuriser les approvisionnements des établissements. Merci pour vos réponses, puisque je vois que vous êtes très majoritairement tout à fait satisfaits par cette conférence. Merci encore Valérie Guillemin, Ronan Talek et Salvatore Di Meo pour nos échanges. Et je vous donne rendez-vous très prochainement avec le replay de cet événement en ligne et un 3e épisode au mois de novembre. Merci beaucoup et bonne soirée. Merci.